Bonsoir fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. Il y a de ces personnes qui semblent faire partie de notre quotidien, tant elles y sont présentes et contribuent à notre bonne humeur. Et parfois, sans que nous n'ayons eu l'occasion de les rencontrer physiquement. Notre invité du jour est de ceux-là. Son signe distinctif est sa barbe. Mais dans son dos, pour parler plus prosaïquement, les mauvaises langues diront sa barbe de bouc. Mais rassurez-vous, du bouc, il n'y a que ça. N'allez pas penser à autre chose. L'on ne saurait écrire l'histoire du théâtre burkinabé sans qu'une page tout entière ne lui soit consacrée. Très bon comédien, très bon metteur en scène, acteur, réalisateur, formateur, tantôt derrière la scène et la caméra, tantôt devant. Amis téléspectateurs de la télévision BF1, nous recevons pour vous aujourd'hui l'immense Ildevin Meda. Bonsoir, M. Meda. Bonsoir et merci de me recevoir. Eh bien, c'est nous qui éprouvons un immense plaisir à être reçus sur la scène Ildevin Meda, au Théâtre Soleil. Tout à Alors, fait. parlez-nous du Théâtre Soleil. Ben oui, le Théâtre Soleil, c'est l'initiative d'un jeune artiste, directeur de compagnie Soleil donc, qui m'a fait l'honneur de baptiser la scène en mon nom, quoi. C'est Thierry Oueda, le directeur du Théâtre Soleil. D'accord. C'est ça, et je contribue comme je peux, je participe à certaines activités, notamment les activités de formation des enfants, des scolaires qui sont tout autour, là. Tous les ans, il y a ce projet, et donc j'essaye d'apporter ma touche artistique ou mon parrainage, si modeste soit-il. Voilà. Et votre barbe, y a-t-il une histoire particulière? Non, 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 il n'y a aucune histoire derrière. Non, 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 il y a Parce il y a qu'à rien. milieu de là, c'est ce signe-là qui vous distingue. Ben oui, mais il n'y a rien de particulier. La preuve, je l'ai coupé en 98, D'accord. en même temps que mes dreadlocks. Je les ai coupés, donc je peux m'en passer. D'accord. Voilà. Avant justement d'aller en profondeur de cette émission, nous allons permettre aux téléspectateurs d'avoir un aperçu de qui vous êtes, suivant votre bio express. C'est une véritable star que Leçon de vie reçoit aujourd'hui. Il est artiste, comédien, acteur, metteur en scène, écrivain, formateur et bien plus encore. Ildevin Meda est connu par les amoureux de la télévision et du cinéma pour avoir joué dans les séries Ça bouge de Idrissa Ouedraogo, Lili et Amadou de Raymond Tiendré, La promenade du jeudi, La sacoche, Série noire à Kouloubi, Super flic, 3 femmes un village, 3 hommes un village, Commissariat de Tampi, Quand les éléphants se battent, Les mêmes problèmes, Bambino, L'avocat des causes perdues, Les aventures de Wambi, Mounia et Rama, 100 jours pour convaincre, Kadi Jolie, Ina, La belle eau et identitaire. La liste est tout aussi longue pour les longs métrages. Une femme pas comme les autres, Le fauteuil, Danse sacrée Ayaka, Dossier brûlant, Trakawaga, Siraba, L'œil du cyclone, Douga, Les Chaouriens et j'en passe et j'en oublie. À cela, il faut ajouter les courts-métrages et les documentaires. Nous avons dénombré une 50aine de films dans lesquels Ildevin Meda a promené sa reconnaissable barbichette. Et dit que le cinéma n'est pas son activité principale, ce serait plutôt le théâtre. Il fait partie des noms qui comptent le plus dans ce secteur, en Afrique et dans le monde. Il a écrit et mis en scène les pièces de théâtre adjugées, Griffes de panthère, Grève de la faim, Demain il fera jour, Nul n'entre ici s'il n'a le cœur d'un enfant, Tchour Pelrazame, Koubidou Abanda le retour d'Albouri, J'ai des problèmes de difficulté, La princesse Yenenga et À la croisée de nos rêves. C'est encore là plus de 50 pièces de théâtre qu'il aura mis en scène. Il jouera dans certaines d'entre elles et dans d'autres pièces de théâtre aussi. Ildevin Meda est l'auteur de 23 pièces de théâtre imaginées et écrites de ses mains, mises en scène par lui-même et par d'autres metteurs en scène à travers le monde. Et pourtant, le jeune Ildevin Meda a bien failli prendre un autre chemin. Tenez-vous bien, il a été admis au Prytanée militaire du Kadiogo afin de devenir un officier de l'armée. N'eût été l'opposition de sa maman, qui ne voulait pas voir son fils dans les métiers des armes, c'est peut-être le chemin qu'il aurait suivi. Ensuite, ce sont des études d'anglais que Ildevin Meda suivra à l'université de
Ouagadougou après l'obtention de son baccalauréat. Mais il semble qu'il était écrit que celui que certains surnomment le maestro devrait être sous les feux des projecteurs. C'est ainsi qu'il sera parmi les premiers étudiants de l'école de théâtre de l'Union des ensembles dramatiques de Ouagadougou, UNEDO. Il enchaîne avec des stages de formation au théâtre de Gennevilliers et à la scène nationale d'Orléans en France, puis au théâtre Expression 7, toujours en France, sans oublier les francophonies de Limoges. Et depuis lors, il n'a cessé de se perfectionner pour devenir aujourd'hui incontournable. L'expertise de Hildeverdt Meda est très sollicitée. Il est aujourd'hui membre de plusieurs jurys d'événements. En Côte d'Ivoire, il est sollicité en tant que conseiller technique du chantier international d'écriture des femmes de Grand Bassam. Hildeverdt Meda est directeur artistique de la compagnie Théâtre Évasion, directeur de la saison théâtrale et président du comité artistique de la Fédération du Cartel. Il est aussi expert national de la stratégie de valorisation de l'art et de la culture dans les ordres d'enseignement au Burkina. Et pour finir, Hildeverdt Meda est membre de la Commission nationale des arts. Venu au monde le 27 mai 1966 à Ouagadougou, le monde de la culture salue aujourd'hui le génie de Hildeverdt Meda. Il a remporté le Lompolo du meilleur metteur en scène en 2014, le Lompolo du meilleur texte joué au Burkina une année auparavant en 2013. À Porto Novo, au Bénin, Hildeverdt Meda a remporté le Grand Prix du meilleur spectacle de théâtre de toute l'Afrique francophone en 2009. Il remportera la même année le Grand Prix du meilleur metteur en scène de toute l'Afrique francophone. Le gouvernement burkinabé le fera chevalier de l'ordre du mérite en 2011, puis officier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication en 2019. Hildeverdt Meda est la personnalité culturelle du Burkina en 2018 au 12 PCA. Il est ambassadeur du Leadership Club International, ambassadeur du Bureau burkinabé des droits d'auteur et ambassadeur de l'Organisation des Nations Unies ONU pour les droits des femmes. Terminons cette bio express en soulignant que la transmission du savoir occupe une grande place dans la vie de Hildeverdt Meda. Il est enseignant dans plusieurs écoles et instituts, dont Institut supérieur de l'audiovisuel ISMA, École nationale de la magistrature ENAM, Université Abou Moumouni de Niamey au Niger, Institut supérieur de l'image et du son ISISA. Côté jardin, Hildeverdt Meda est divorcé et père d'un enfant. Il a le contact facile, l'humour omniprésent et la vérité cinglante comme ses coups de poing au karaté qu'il a beaucoup pratiqué. Si vous êtes prêts, alors nous aussi, place aux leçons de vie. Alors, avec autant de lauriers glanés, on pourrait dire que Hildeverdt Meda peut prendre une retraite tranquille et paisible. S'il y en avait, oui, dans le métier que je fais, mais à mon avis, il faut travailler tout le temps. Je dis cela parce que dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons eu du mal à vous mettre la main dessus. Tout le temps pris pour des répétitions, pour des formations. En studio voilà. On pourrait aussi, se demander oui. qu'est-ce qui vous fait courir tant? C'est vrai, mais je crois que c'est la période aussi sortie un peu du confinement. Les activités qu'on avait abandonnées sont venues se retrouver. Voilà, il fallait courir pour les achever, quoi. Voilà, ça me prenait beaucoup de temps, c'est pour cela. Sinon, il y a des moments beaucoup plus relax dans mon quotidien. Ouais. D'accord. Et c'est à partir de quel moment que vous mettez le curseur de votre vie sur le théâtre? Ici, c'est le métier que j'ai décidé d'embrasser toute ma vie. Alors, il faut dire que j'ai pris un peu de prudence parce que après mes études, je dispensais des cours d'anglais. J'ai pris la prudence de tester un peu le terrain pour voir est-ce que je pouvais vraiment construire ma vie à partir du théâtre. Au bout de quelques années, je dis bon, je me jette à l'eau. Voilà, et puis c'est comme ça que c'est parti. Est-ce qu'il y a des réticences au sein de la famille? Au sein de la famille, non, pas vraiment. Pas vraiment. Je sais qu'il y a eu un film qui est passé et que, parce que je jouais un rôle où on m'enchaînait avec des dreads, on me prenait parce que je dealais de la drogue. Et puis ma mère a vu le film et puis elle s'est évanouie. Ça a été un truc, on dit, mais ton travail là, si tu dois tuer ta maman avec ce travail-là, autant arrêter maintenant, quoi.
Mais il n'y a pas eu vraiment de la réticence en tant que telle. Non, 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 je ne pourrais pas dire ça. Pas vraiment. Mais à l'époque, quand même, c'était faire preuve de courage que d'embrasser ce métier d'acteur et de comédien de théâtre, quand on sait qu'avec le niveau que vous aviez, vous pouviez prétendre à autre chose qui était considéré comme plus ennoblissant. C'est vrai, mais il faut dire que j'avais autour de moi des gens qui me donnaient l'envie aussi de faire ça. Des amis comme Alain Eman, Charles Ouattara, qui étaient là, qui tenaient bien le coup. Et voilà, quand on est ensemble, ça donne de la force. Hein. Et ça a été quoi le déclic exactement? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous êtes allé voir une pièce de théâtre, vous avez échangé avec quelqu'un. Ça a été quoi le déclic? Je ne saurais pas dire, vraiment. Je suis allé au théâtre vraiment par hasard. Vraiment par hasard. Et pour vous dire même, en prenant part au concours de recrutement de la première promotion de l'école de théâtre de l'Union des ensembles dramatiques de Ouagadougou, ce n'était pas par passion. Je m'étais fabriqué mon film dans ma tête. Je me suis dit, c'est la première promotion de la première école soutenue par la France. Il y a forcément une bourse. Donc, en réalité, je suis allé là pour une bourse. Okay. Et puis, il n'y avait pas du tout de bourse. Le professeur Jean-Pierre Guingané, qui en était le directeur, nous a même demandé au bout de 3 mois de payer pour l'école. Je ne comprenais pas tout ça. Et puis, je suis resté. Après, je ne peux pas dire que je ne sais pas ce qui m'a fait rester. C'est ces petits bonheurs partagés avec des amis. Voilà. Ces réconforts de vie trouvés au sein de cette communauté, ça m'a retenu, ça m'a donné envie de poursuivre, voilà. Sinon, je suis vraiment allé par hasard au théâtre, contrairement à certains copains qui savaient ce qu'ils cherchaient, qui sont allés pour cela. Non, moi, je suis allé là par hasard. Vraiment. Et quel rôle de comédien vous avez joué qui vous a le plus marqué, parmi tous les rôles que vous avez joués? Tout ça est difficile à dire. D'accord. OK? Parce que les œuvres que vous créez, que vous produisez, c'est comme des enfants. Il est difficile pour un père de préférer un enfant aux autres. Naturellement, à moins que cet enfant soit maladif, faible, battu par tout le monde, détesté par tous, on n'a pas le droit de préférer un enfant aux autres. Quand bien même, au fond de soi, il y a un penchant dans telle circonstance pour tel gamin, plus que pour l'autre. C'est difficile de choisir. Hein. Tous ces rôles ont été des aventures qui m'ont bâti, qui m'ont fait. C'est des aventures merveilleuses partagées avec d'autres personnes. Chacune de ces expériences a été quelque chose de formidable, qui m'a donné de l'épaisseur humaine, Donc c'est difficile de dire tel rôle en particulier. Il y a d'autres rôles qui sont plus reconnus par le public. Ça, c'est le public qui le reconnaît. Quand vous allez loin du pays et que vous êtes quelque part pour prendre un verre et que, tu vois, les gens vous reconnaissent, on vous appelle, je ne sais pas, l'avocat des causes perdues ou monsieur le curé, des choses comme ça, oui, d'accord. Mais en tant qu'artiste, tous les rôles que j'ai pu porter ont été des expériences formidables. Des expériences de vie. Justement, du théâtre au cinéma, on n'a fait qu'un pas. Est-ce que chez vous, ça a été très aisé ou il a fallu un travail supplémentaire? Il a fallu travailler. Parce que j'aime à dire aux apprenants que le théâtre, c'est la chose vraie dans le lieu faux. Tandis que le cinéma, c'est la chose vraie dans le lieu supposé vrai. Donc il y a quand même un pas à faire. Il y a un dosage à faire dans les émotions, dans le jeu, dans l'expressivité. Il y a quelque chose à faire, il y a une formation à acquérir. Ça, c'est nécessaire et je suis passé par là, par les différents metteurs en scène que j'ai rencontrés au cinéma, notamment Feu Idrissa Ouedraogo et d'autres. Tous ces gens ont contribué à me faire comprendre la passerelle qu'il fallait traverser pour être acteur de cinéma. Okay. Et après, quand on l'a compris, on s'est très vite zappé sur l'une ou l'autre activité. De comédien à acteur, est-ce que vous pensez qu'il y a un qui est plus difficile que l'autre?
Mais tous ces deux métiers requièrent un travail de vos ressources créatrices. Tous les deux requièrent un travail de votre capacité d'écoute en situation, de vous exploiter forcément votre mémoire sensorielle, votre mémoire affective, toute votre imagination. C'est le dosage après qui fait un peu la différence. Voilà, parce qu'au théâtre, on joue pour le même public, nous n'avons pas de gros plans, nous n'avons pas d'insert, alors tout est donné pour le même public qui est là. Alors qu'au cinéma, voilà, on peut prendre juste un aspect de votre travail, juste un regard, juste votre main qui tremble ou votre œil qui clignote. Voilà, ça c'est parce que ce n'est pas les mêmes procédés. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez eu des ratés tout au long de votre parcours? Que des ratés, plein de ratés. Quelques anecdotes où vous vous êtes dit, mais ici j'arrête, quoi, je ne peux plus, c'est bon. Il y a des fois, vous sentez, hein, vous sentez que là, ça ne passe pas. Et vous êtes obligé de demander à votre réalisateur, s'il vous plaît, arrêtez, je ne suis pas bien. Je vais me concentrer pour reprendre. Plein de fois. Plein de fois, oui. Après, c'est voilà, du montage. On ne voit pas tout cela, mais si on montrait tout cela, je crois qu'on ne nous prendrait pas pour de grands acteurs, hein, parce que les grosses erreurs que nous commettons devant la caméra, c'est énorme. C'est énorme. Oui, il y a des ratés. Il y a toujours, ou alors tu as oublié ton texte, tout simplement. Ou alors tu sens que ça ne vit pas, la scène ne vit pas. Tu le sens, on n'a pas besoin de te le dire. Tu le sens et si tu es honnête, tu dis, bon, arrêtez, on reprend. Des moments de fierté également, absolument. Des actions où là vous avez été très fier de vous, très content d'avoir choisi ce métier. Oui, il y a des moments où vous sentez vraiment. Mais curieusement, ce n'est pas sur le plateau que ça se passe. Vous voyez, quand un gamin vous arrête et vous dit, tonton, j'ai aimé votre rôle dans tel film, mais vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous avez un choc qui fait que même pour les autres films, vous pensez à ce gamin qui vous a dit ça ou à cette fillette qui vous a dit « Oh, vous êtes formidable dans tel rôle ». Vous jouez, vous transpirez, vous tremblez pour cet enfant parce que vous dites « Est-ce qu'il va aimer cette fois ?» Donc vous jouez pour lui aussi. C'est incroyable. Il y a des moments de frissons comme ça et qui contribuent à nous faire poursuivre le métier. Ok. Avant de continuer, justement, nous allons suivre le témoignage d'un de vos amis. Mais pour vous dire, il est venu au théâtre, pas parce qu'il aimait le théâtre. Hein. Non, c'est pas ça qui l'a amené. Il pensait avoir une bourse. Quand il a fini donc, à l'université, donc au département d'anglais, et puis plus ou moins en chômage, comme ça, quand on a dit qu'il y a une ouverture d'une école, lui venait pour être boursier. Sinon, au départ, c'est un musicien, il voulait être boursier. Donc, il dit, bon, je viens te faire le test. Si je suis retenu, chaque fin de mois, on va me payer quelque chose. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en faisant du théâtre. Et bien, ça l'a piégé. Jusque-là, il est toujours... la musique, il a pratiquement oublié, quoi. Il a beaucoup d'humour, il a beaucoup d'histoires drôles. Autour de lui, on rit tout le temps. Il ne manque pas vraiment du piquant aux gens. Et puis, il a dû répartir très vite. Et voilà, et puis il est très bosseur, il bossait. Il y a quelques années, il disait que lui, il n'était pas dramaturge. Et aujourd'hui, quand vous regardez, il écrit, il devient méta, comédien, dramaturge. Parce que c'est à force de travail. Aujourd'hui, il a été édité, il a des pièces qui ont été éditées. Il a écrit énormément de pièces de théâtre parce qu'il travaille, il lit énormément. Il essaye. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est qu'il invente. Dans ses concepts de mise en scène, il y a un vrai concept. Il crée un concept dans sa démarche. Voilà. Il a un processus, il a une démarche, il a une logique que lui seul trouve et crée. Et ça, c'est assez spécial.
Je l'ai connu dans la vie comme ça, culturelle. On se côtoyait comme ça, on se parlait. Il a toujours été sympa. Voilà pourquoi d'ailleurs nous avons pu cheminer jusque-là et j'espère qu'on va toujours continuer pour la vie. C'est quelqu'un de simple, comique, voilà, travailleur. J'aime bien tous ces côtés-là. C'est quelqu'un très facile à présenter et très difficile en même temps. Parce que c'est une personne, si vous le voyez, très simple. Il n'est pas difficile à parler avec il de verre, il n'est pas compliqué. D'ailleurs, c'était Nietzsche qui disait, un philosophe allemand qui disait, qui connaît profond fait des efforts pour être simple, et qui ne connaît pas profond fait des efforts pour être compliqué et fumeux. Donc lui, il fait des efforts pour être simple et ça lui va. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre sur lui l'exemple. Ça veut dire, si vous voulez, aujourd'hui, Île de Vermeda pourrait avoir 2-3 villas avec piscine, 4-5 chauffeurs avec voiture. Son enfant pourrait étudier dans les meilleures écoles aux États-Unis. Lui-même, il pourrait être contourné de garde-corps. Et c'est comme ça parce que c'est une personnalité. Il a fait des films, il a édité, il connaît... disons, tous ceux qui sont les teneurs de la culture en Afrique de l'Ouest, on peut dire, et même ailleurs. Il est reconnu comme une référence. Si quelqu'un aujourd'hui veut écrire du théâtre en Afrique, ça m'étonnerait qu'il ne passerait pas chez Île de Verre. Mais en même temps, il n'est pas ça. Il a aussi épousé non seulement le côté artistique du métier, mais aussi le côté moral. Et donc, voilà, il peut rouler en vélo. Et il est chez lui à Pissy, dans la petite maison où il habite. Très confortable, mais petite. Et qui en même temps est une maison incontournable pour tous ceux qui veulent passer à Ouaga. Les collègues, on rigolait l'autre jour, je pense que c'était un humoriste ivoirien qui, en passant de Ouaga, il est passé évidemment le voir à la maison et tous les voisins étaient excités et c'est lui qui s'est fâché. C'est Marshal Zongo, je pense, c'est lui-même. Il s'est fâché avec les voisins, il dit, mais c'est lui qui vous devez féliciter, pas moi. Moi, je viens le voir. Vous n'avez pas vu, c'est moi qui viens le voir et puis c'est moi qui venez voir. Allez voir. Voilà, c'est un peu le contraste qui est derrière cette figure. Et je pense qu'il le sait très bien. Et il est, sa modestie, si vous voulez, sa rigueur, son attachement à la morale. C'est aussi un exemple qu'il veut donner à tous ceux que dans le métier seraient tentés de prendre des raccourcis, de s'enrichir illicitement, etc., etc., etc. Les tentations sont là, dans notre métier comme dans d'autres. Et lui aussi, elle est là. Voilà, c'est ça, il contrebalance un peu. Alors, un petit commentaire sur ces différents témoignages. Oui, c'est des amis très proches qui me connaissent très très bien. C'est curieux de les entendre dire ça. Alain, il a été témoin de tout mon parcours. Hein. D'accord. Voilà, non, c'est très sympa de les entendre parler. C'est presque trop gentil, tout ce que j'ai entendu. Ok, vous avez écrit près de 23 pièces de théâtre. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre toutes ces pièces? Ben là, si un intellectuel s'intéresse à l'étude de ces textes, c'est lui qui saura dire. Ben moi, je crée, voilà, selon mes inspirations. Mais c'est la même plume, alors je crois que des intellectuels qui s'intéressent à ça pourraient trouver un lien. Mais moi, je m'en occupe pas. Ça sera peut-être après moi. Voilà, mais je n'ai pas du temps pour m'en occuper. Et si l'occasion vous était donnée de revenir peut-être 15-20 ans en arrière dans votre parcours, qu'auriez-vous voulu changer ou améliorer? Vous pensez qu'on aurait pu faire mieux ici? Déjà, en écriture, je reviens sur certains textes pour les parfaire en vue de les éditer. Oui, ben, je crois aussi que sur le plan de la pratique du métier,
il y a des choses quand même auxquelles j'aurais pensé. Il y a des choses auxquelles j'aurais pensé, ça c'est sûr. Il y a voilà, il y a quelques manquements dont j'ai conscience. Si c'était à refaire, j'en tiendrais compte, naturellement. On n'est pas parfait, hein? D'accord. Eh bien, nous abordons justement la seconde partie de cette émission concernant votre vie de famille et votre vie en société. Vous êtes divorcé et père D'un enfant. d'un enfant. Ouais. Alors, c'est quoi la famille pour vous? La famille s'est transposée au théâtre et au cinéma. D'accord. Et dans l'écriture, j'invente des frères, j'invente des parents. Et puis, dans le milieu théâtral, c'est que des frères, des petits frères, et de partout, des petites sœurs, des grands frères. Et voilà, la famille s'est transportée là-bas. Et votre fils, vous essayez de l'influencer pour qu'il épouse Pas du tout, pas la du même tout. carrière que vous? Non, 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 je ne l'influence pas du tout. Non, non, il aime bien venir voir les spectacles, mais il n'y a pas d'influence particulière, non. Non. D'accord. Et le choix de votre métier a-t-il joué sur la stabilité de votre couple? Je crois, parce que ce métier est très prenant. Et quand on l'épouse à un certain niveau, ça peut jouer sur les rapports. Hein. Les rapports familiaux, ça c'est sûr. Ça a dû jouer, ça a dû avoir une part. Voilà, je crois. Alors, il devait, acteur de cinéma, comédien de théâtre, n'est pas très courtisé par les femmes? Oh, je suis assez courtisé par mon métier. Hein. Oui. C'est assez prenant. Pas ricochet, hein. Non, non, non. Non, pas, non, non. On est bien amis, quoi. Voilà, avec Est-ce les qu'il vous est déjà collaborateurs arrivé et les collaboratrices. qu'une fan vous fasse des avances? Je suis un garçon, après tout. Hein. Oui, Ben oui. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour repousser ou... Est-ce que c'est... Ben, vraiment, c'est une question de comment dire? C'est des priorités. C'est des priorités. Je vois l'impact de mon travail et tout de suite. Je le vois. J'ai des... Tu vois, tu as une dizaine de gamins sur la scène que tu transformes en 2 semaines, mais du tout au tout. Quand je regarde ça, et puis je regarde un petit plaisir, le choix est vite fait. D'accord. Voilà, mais je ne veux pas dire que je suis un... Ah non, je ne suis pas un prêtre. Hein. Ah non, c'est pas ce que je dis. D'accord. Voilà, on s'entend bien. Mais il y a des priorités dans la vie. Entre mon travail et autre chose, le choix est vite fait. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dois beaucoup à ma famille. Parce que c'est les premiers que j'abandonne pour travailler. Jamais là pour un baptême, jamais là pour un mariage, jamais là pour ceci, jamais là pour cela. Mais quand la famille vous comprend et vous soutient dans votre activité, c'est formidable. C'est ma première subvention. Et je le dis haut et fort. Parlons justement de famille, suivons des témoignages de quelques membres de votre famille. C'est mon grand frère chéri, j'allais dire. En tout cas, Hildeverdt Mbeda est pour moi un homme très généreux. Voilà, il est très sensible aux problèmes d'autrui. Dès qu'on le sollicite en famille, voilà, il est toujours là. Il est prêt à nous accompagner, voilà, dans nos décisions les plus importantes à prendre et même dans les conseils face aux difficultés de la vie. Voilà. En tout cas, je suis fière de lui. Voilà, en famille, il est très chaleureux. Voilà. Quand il y a une rencontre, une réunion, et que tu quittes de chez toi triste, en tout cas, tu peux être sûr de repartir gai. Il va te faire oublier tes petits problèmes. Oui. Si bien que, bon, on aime vraiment prendre du temps avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui se fâche vite. Voilà, il est compréhensif. Voilà. À tout moment, il prend le soin d'analyser et puis nous donner les conseils qu'il faut. Ça, on apprécie vraiment. En 2007, j'étais ici depuis quelques années et j'ai perdu mon père en Italie.
J'étais ici, j'ai pris mon vol, je suis allé là-bas. Je suis resté avec ma mère 2 mois. Et puis j'ai dû revenir parce que voilà, il y avait mes activités ici. Et donc j'étais très, très, très mal. Et il m'a obligé de rentrer dans un spectacle où je n'étais pas prévu, où je n'avais même pas ma tête dedans. C'était Et le soleil sourira à la mer de Sophie Haïdikam. Et ça m'a obligé de travailler, ça m'a obligé de sortir de mon malheur, ça m'a obligé de boire de bière avec toute la compagnie, ça m'a obligé, et je dois dire, ça m'a sorti du trou, vraiment. Alors, petit commentaire. Non, je me souviens bien de ce moment-là. Ouais, c'était un homme complètement désaxé que je voyais, c'était un artiste. Et moi, j'ai foi au travail. Je sais que le travail, ça remplace tout ça. Voilà. Il est arrivé, il se morfondait et tout. Je lui ai dit, tu arrêtes de faire chier, tu viens, tu es mon collaborateur, on a un spectacle sur la on doit créer. Voilà. Ton père qui est mort, là, on peut le réveiller dans le spectacle. Je viens, invente, fais ce que tu veux, mais tu ne vas pas rester là, te morfondre. Voilà. Et je lui dis, moi, j'ai perdu tous mes frères, tout, mais je ne fais pas chier avec ça, quoi. On va bosser. Et ça l'a réveillé, ça lui a donné un coup. C'est lui-même qui était là avant tout le monde. Il en avait besoin parce que il avait vraiment plongé. Ok. Ouais. Et l'amitié, vous avez des amis dans la vie de tous les jours? Ben oui. Vous avez le temps de les fréquenter? Les fréquenter, on se fréquente au travail déjà. Je ne fréquente pas beaucoup, je suis très casanier. D'accord. Ça, je le reconnais. Je confesse, je suis très, très casanier. Mais quand je peux, je vais voir les amis. Voilà, je me sens toujours très, très bien avec les amis. D'accord. Une anecdote, qu'un ami aurait eu comme peut-être action vis-à-vis de vous qui vous a beaucoup marqué? Qui m'a marqué? Je ne me souviens plus. Mais bien sûr, on se frotte à d'autres, on est dans des contradictions en permanence. Donc, positivement, je veux dire, il a posé un geste qui vous a vraiment marqué. Ça y en a plein, quoi. Ouais. Mais ça y en a plein. À la mort de ma mère, Alain, j'ai eu un moment comme ça avec Alain. C'est magique. D'accord. C'est magique. Ou si vous voulez, par exemple, j'avais monté un spectacle avec un ami, Étienne Minungu, et nous devions le tourner à Paris, au Théâtre international de langue française que ça s'appelait en ce moment. Et quand on a fini la tournée, tout le cachet, parce qu'on habitait chez Étienne, et tout le groupe habitait chez Étienne, on mangeait, on vidait son réfrigérateur de bière et tout. Et quand tout est fini et qu'il a pris le cachet, il est venu, il dit, maestro, voilà le cachet. Je lui dis, écoute, moi, tu sais, moi, je connais à la Dalton, hein, je vais partager ça à la Dalton. Je m'en fous que c'est toi qui as écrit la pièce, c'est moi qui ai fait la mise en scène, celui-là est musicien, celui-là est non, moi, je fais la Dalton. Il dit, fais comme tu veux. Et moi, j'ai fait à la Dalton, justement. Et quand je suis revenu lui proposer, et il dit, non, j'ai un programme au musée d'Aper, je dois faire des comptes là, et donc je serai rétribué. Donc, pas besoin de me compter. Et il a tout remis, lui qui a pris tout en charge chez lui. Il a vidé son réfrigérateur pendant 1 mois. Et ça a été un exemple de solidarité que je me suis dit, il faut que je répercute ça aussi autour de moi. Ça m'a touché énormément. Voilà un exemple. Beaucoup de solidarité dans le milieu artistique et culturel. Absolument. Sans la solidarité, on ne vit pas. Hein. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de valeurs partagées dans ce milieu-là que dans les autres secteurs? Je ne saurais pas dire, comme je n'ai pas fréquenté les autres secteurs. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de solidarité dans notre milieu. Absolument. Et qui n'est pas toujours de la solidarité financière ou matérielle, mais la solidarité, être vraiment, vous savez, de nos jours, être là pour quelqu'un, être vraiment là avec quelqu'un, c'est rare. Les gens sont ailleurs. Mais dans ce milieu, tu crois, c'est pour cela que je vous parle d'avoir, moi j'ai perdu tous mes frères, mais j'en ai eu des dizaines et des dizaines après.
Et voilà, dans le monde entier en plus, ici comme ailleurs. Parce que ce métier, nous parlons d'humanisme et d'humanité. Il faut être vraiment avec les gens. Et ça, c'est incroyable. Je n'ai pas fréquenté d'autres milieux, mais je suis très jaloux du nôtre. Hein. Je me sens très bien dans ce milieu. Voilà. Et lorsque vous êtes face à un coup dur, comment est-ce que vous revenez en surface? J'imagine que c'est comme tout le monde. On travaille sur soi. On travaille sur soi. Moi, je suis croyant. Comment cela se fait-il? Vous avez été confronté à une situation très difficile, moralement abattu. Comment vous remontez en surface? Eh bien, moi, je prie, je me confie à Dieu et je travaille. Voilà, parce que je ne prie pas pour que Dieu vienne m'apporter de façon miraculeuse une solution, qu'il me donne la force de travailler. Je ne veux rien cadeau. Je veux tout à la force de mes bras, de mon intelligence, de mon talent. Oui, je ne veux rien cadeau. Voilà. Mais je prie Dieu qu'il me donne la santé et la force de tenir. Parce que si ça m'est arrivé, c'est que je dois pouvoir supporter ça. Voilà. Moi, c'est ma philosophie. D'accord. Nous ne doutons pas un seul instant que votre éducation de base a dû impacter cette philosophie, cette approche de la vie. Justement, dans quel environnement avez-vous été éduqué? Grosse famille, hein? D'accord. Grosse famille, des grandes sœurs, des grands frères. Voilà. Et chez moi, c'est le matriarcat. Donc, voilà, les sœurs ont plus d'importance que les... Oui, absolument. Et la maman a une place prépondérante. Voilà, moi, j'ai baigné dans cette ambiance-là. Et puis, moi, je suis, on va dire, le cinquième, donc petit frère. Donc, j'ai bénéficié des conseils et de l'éducation de tous les aînés. Voilà. Jusqu'aujourd'hui encore, mes grandes sœurs, quelquefois, m'appellent pour me dire attention à ci, attention à ça. Alors, et puis voilà, c'est ça. Et tout petit, quel genre d'enfant étiez-vous? Taciturne, timide? Je crois que j'étais plutôt turbulent. D'accord. Ouais, j'étais plutôt turbulent. Des anecdotes de l'école primaire? CP1, CP2, CE1? Anecdote, sauf qu'il y a une fille qui m'a rossé, mais copieusement. C'est pas juste rossé, hein. Rossé, mais copieusement. En quelle classe déjà? Je crois que ça devait être au C1, un truc comme ça. D'accord. Mais dans la tête, je me disais, mais tu vois, la femme est à respecter, mais parce que c'est le matriarcat chez moi, oui. mais elle reste faible. Non, la femme est faible. On ne peut pas imaginer qu'une femme frappe, rosse correctement, non, mais ça, je l'ai appris à mes dépens. D'accord. Ok. Nous apprenons également que vous avez eu le PMK et vous deviez justement évoluer dans cette école militaire. Par la suite, votre mère était opposée. Bon, en réalité, ce n'est pas ça qui m'a fait quitter le PMK, non, j'ai été tout simplement exclu. Mais c'est l'analyse que la famille fait, on dit, ben, c'est parce que je ne supportais pas d'être loin de la maman, parce qu'elle ne voulait pas du tout de cela. C'est ça qui faisait que donc je ne travaillais pas assez. Voilà. Ça, c'est l'analyse de la famille. Hein. Ouais, ben, oui, c'est vrai que j'ai été un fils à maman quand même. Moi, j'ai été très, très, très collé à ma maman. Ouais. Un peu plus chouchouté que les autres. Oui, parce que figurez-vous, elle me flattait que j'étais son fils préféré. D'accord. En 4 nuits, loin des oreilles des autres. Oui, oui. Et un jour, je l'entends dire de mon autre frère que c'est son fils préféré. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Je ne comprends pas. Ça a changé de camp comme ça. Mais ça m'a choqué. Hein? Ça m'a vraiment choqué. Et de loin, je l'observais. Je dis, mais on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Ça m'a vraiment... voilà, j'étais très collé à ma mère. Moi, je suis fils à maman. D'accord. Vous avez fait les arts martiaux également? Oui, j'ai C'était pour vous défendre parce que la fille vous avait rossé ou... Non. C'est un sport familial. Tous mes frères, même mes sœurs ont pratiqué les arts martiaux. Okay. Ouais. Et votre premier choix artistique, c'est la musique. Ce n'était pas le théâtre. Tout à fait. Alors pourquoi le revirement par la suite? Comme je vous ai dit, et comme il le dit si bien d'ailleurs, ce bandit d'Alain, et moi je suis allé au théâtre par hasard. D'accord.
Et je ne sais pas pourquoi je suis. Ça m'a complètement pris la vie, quoi. Je ne saurais pas dire, vraiment. D'accord. Ouais. Et c'est à partir de quel âge vous vous adonnez à la musique, les premiers instruments de guitare? Je joue plutôt à la batterie. À la batterie, d'accord. Et je chantais. D'accord. Je dis bien chantais, hein. Je chante plus. Ok. C'est fini, ça. D'accord. Et ouais, je crois que j'ai commencé très jeune, quand même. Ok. Très jeune. Ok. Quelques meilleurs souvenirs de votre enfance? Vous avez été très heureux par rapport à des situations que vous avez vécues? Ben oui, lors des fêtes, par exemple, quand on te surprenait avec un cadeau magnifique. D'accord. Oui, ça c'est des moments qui restent. Hein. Même vieux comme je suis aujourd'hui, c'est des souvenirs qui reviennent. Hein, qui reviennent. de temps en temps, oui. Ouais. D'accord. Nous allons suivre quelques témoignages de personnes qui vous ont connu à l'enfance. Ah. Quand vous voyez par exemple l'origine sociale du monsieur, c'est quelqu'un qui avait des parents fonctionnaires. Bon, mais il s'est vite confondu à la masse. Quand on dit quartier populaire, vous savez ce que c'est. Le quartier des ouvriers, des laissés pour compte. Bon, mais lui, il se retrouvait dans cette ambiance-là. Ce que je peux dire de lui, c'est ça. Que ce soit à l'école ou au quartier, là où il arrive, il a le contact très facile. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup le thé et la musique, parce que lui-même, il est musicien. Il est batteur, il est guitariste à ses temps perdus. Donc, la plupart du temps, on se retrouvait surtout autour du thé, à discuter de tout et de rien. C'est surtout ça notre activité de prédilection. Bon, à part les études, quand on finit de boire le thé, quand les gens sont partis, 22h, 23h, on ouvre un peu les cahiers et puis on se donne rendez-vous au lendemain matin. On ne sait pas quelqu'un qui est bagarreur. Il n'a pas ce tempérament-là. Non. Mais non, je n'ai jamais assisté à une de ces bagarres. Il peut arriver qu'il s'énerve, peut-être, mais je n'ai pas trop senti ça en lui. Pourtant, il a fait les arts martiaux. Tout petit, quand il allait à l'école, il revient après avoir fini d'étudier. Il avait un petit groupe d'enfants comme lui. Il jouait à la musique, batterie, avec ses deux frères. Oui, il était bon élève puisqu'il a passé par le PMK. C'est sa maman qui n'a pas voulu. Elle rendait tellement de visites et ça, c'était pas accepté au PMK. Et quand on l'a renvoyée avec son plat de tout, elle pleurait. On a fini par le renvoyer. Il est courageux. Parce qu'il a perdu tous ses frères. Là, il est le seul garçon de la famille. Mais il tient bon. Je pense que c'est son milieu aussi qui le soutient. Et il avait le vélo, il a cassé les freins. Il a demandé au papa de mettre les freins. Le papa dit il n'a qu'à se débrouiller avec. Bon, il faisait un peu de la vitesse. Et il a croisé le vieux, il a fait tomber le vieux. Il change sa voix. Il dit, ah, Nikiema, il m'a blessé. Nikiema, il dit, non, je ne suis pas blessé. Il prend la moto et donne au vieux, qui ne sait pas que c'est son fils, puisqu'il faisait un peu sombre. Et il dit, ah, Manim sourit. Le vieux prend sa moto et continue en ville. Il devait revenir à la maison. Ah, bah, il y a un champ, il faut. Dès que le vieux est rentré, il a commencé à expliquer son problème. Ah, lui, il a croisé un jeune qui l'a fait tomber, mais il était tellement gentil. Nous, on a éclaté de rire. C'est ton fils même qui t'a fait tomber, malheureusement. C'est quoi cette anecdote où vous faites tomber le vieux avec le vélo? Oh non, c'est des choses de bambin. Voilà. Le vieux ne s'est pas rendu compte que c'était vous? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il avait des problèmes de vue. Et voilà, moi, je jouais bien à transformer ma voix. Hein. Ah, vous avez su que c'était lui? D'accord. Oui, tout à fait.
Et quelles étaient les valeurs fondamentales que vous enseignez les parents? Le respect de l'aîné. Le respect de l'aîné. Ça. Et le travail. D'accord. Vous savez, quand je vous dis que ma mère me prenait pour son fils préféré, moi je balayais toute la cour. Je lavais les plats, j'aidais à laver les habits, tout ça, c'est voilà, le travail. Et puis ma mère disait, si tu es pauvre, ça ce n'est pas ta faute. Mais si tu es sale, ça c'est toi qui l'as choisi. Voilà. Ça c'est les valeurs qui me suivent jusqu'à présent. D'accord. Ouais. Et quels étaient les traits de caractère que vous appréciez chez vos deux parents? C'est leur calme. C'est leur calme. Quelquefois, tu commets une faute grave, tu t'attends à la punition. Je me disais, mais comment ils font pour ne pas réagir? Après, tu en as honte toi-même. Et tu vois, tu n'as pas non plus le courage d'aller t'excuser. Et tu en souffres un peu 2 jours et puis tu es reparti pour d'autres bêtises. D'accord. Ouais. Généralement, enfants, il y a des plats que les enfants n'aiment pas à la maison. Quand on les prépare, ils disent non, j'aime pas ce plat. Est-ce qu'il y avait des plats que vous n'aimiez pas, que vous détestiez? Ben oui, comme tous les enfants. Il y a des plats que je n'aimais pas. Et c'était quoi? C'était quoi? Parce que c'est curieux. Maintenant que je vieillis, d'abord le taux, je n'aimais pas. Maintenant, c'est ça que je préfère. D'accord. Voilà. Quand c'est le taux, mais en rentrant de l'école et que quand vous entendez même que la spatule même qui est en train de bosser, ça peut te tuer. Je dis, c'est encore du taux, mais à chier. Mais c'est pas possible. Voilà. D'accord. Alain Emma nous dit ce que vous aimez au niveau des repas. On était à Paris dans le cadre d'une création théâtrale avec une compagnie qui s'appelle Aircube. Et puis, arrivé, on nous a fait un dispatching. On était 3 comédiens. Il y avait Amélie Ouabéi de Côte d'Ivoire, il y avait Hildever Meda et moi. On était dans le même projet. Donc, Amélie dormait chez la comédienne de la compagnie, Sylvie. Et moi, je devais dormir chez le comédien qui s'appelle Bruno Rochette. Et moi, j'ai dit non, moi, je vais me débrouiller, je vais aller ailleurs. Et puis, Hildever s'est retrouvé chez Michel Burstin, le metteur en scène, et il dormait là. Alors, le metteur en scène, je ne sais pas sur quel ouvrage ou quel documentaire, il avait lu quelque chose sur les choux, les bienfaits du chou. Alors, Hildever a passé tout le temps à manger des choux. Sous toutes ses formes, on a fait bouillir, au beurre, au sel, non salé. Il a eu toutes les formes de choux. Pendant ce temps, moi, j'étais donc chez une amie, moi, je mangeais tranquillement, je préparais mes plats d'ici, j'étais tranquille. Et alors un jour, il me dit, honnêtement, lui, les choux, il est vraiment fatigué. Maintenant, on ne mange rien d'autre que des choux. Il a eu ça sous toutes les formes. Et puis, je lui ai montré. Et puis, un jour, je lui ai dit, écoute, il faut zapper un peu tes sous. Là, on s'est retrouvés dans un foyer africain malien pour manger les plats un peu de choux. Et de temps en temps, donc, il fuyait pour aller acheter du kebab pour éviter les choux. Et ça, c'était une période. Mais il ne pouvait pas refuser. Tu vois? Dans mon cas, moi, j'ai dit non, moi, je n'irai pas là parce que j'avais compris. Lui, non, il ne pouvait pas refuser. Et même le chou, il s'est forcé à le manger même quand il n'aimait pas. Pourtant, il suffisait de dire, moi, le chou, ce n'est pas un plat de chez moi. Tout simplement. Et puis, le gars, il continuait à manger ses choux et il trouvait une autre formule pour le gars. Mais il a préféré se taire et pendant des semaines, il mangeait du chou comme une chèvre. Alors, à entendre Alain Emma et tous vos amis qui se sont succédés, ouais. On a l'impression que vous avez du mal à dire non. Mais non, quand il faut dire non. Vous avez du mal à dire non, oui, qui peut frustrer les gens. Oui, oui. Vous préférez prendre les choses sur vous? Oui, tant que je peux les prendre sur moi, je les prends sur moi. Je préfère. Je me dis toujours, s'il y en a un qui doit en pâtir, je suis prêt à le faire. Ouais, très souvent. Est-ce que ça ne vous porte pas de préjudice souvent? Mais quelquefois. Mais ça ne fait que voilà, me renforcer en tant qu'humain. Voilà. Ok. À présent, nous allons vous demander de donner quelques conseils à tous ces jeunes-là qui voudraient embrasser le métier de comédien de théâtre, d'acteur de cinéma, de réalisateur. Voilà, quels conseils vous pouvez leur donner? Je pense que quelqu'un qui veut s'aventurer dans ce métier
doit se munir de la force et du courage de travailler. C'est le travail. On ne peut rien inventer. C'est un art qui a sa technique, qui a voilà, ses secrets artistiques qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut avoir le courage d'apprendre. Je dis souvent aux jeunes, pour apprendre, il faut s'asseoir. Vous voulez courir en apprenant et en vous grattant la fesse par-dessus le marché. Ça ne marche pas. Il faut s'asseoir pour apprendre. Il faut prendre le courage de s'asseoir et apprendre. Il n'y a pas de génie né. Il n'y a pas de génie né pour moi. Tout s'apprend. S'asseoir, on sait que c'est une figure de style. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement derrière? Je veux dire, prendre le temps d'apprendre ce qu'on veut connaître. D'accord. Prendre le temps d'apprendre. Et une fois qu'on sait, prendre le temps d'approfondir. Et une fois qu'on a approfondi, prendre le temps de le partager. Par la formation, par l'enseignement. Mais il faut prendre le temps. Et il faut de la passion. Parce qu'il ne faut pas venir avec une tête sur autre chose et une tête sur le boulot. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment se donner à fond. D'accord. Et voilà, c'est de la patience, c'est du courage, c'est supporter la contradiction. Il faut se munir de ça. Mais ne pas penser qu'il y en a qui sont nés avec ça, c'est pas possible. D'accord. Ah ouais. Ok, à présent, nous passons à la rubrique corbeille. Vous serez invité à tirer dans le bocal un gage, voilà, que vous serez appelé à exécuter. Le chant. Ça tombe bien. Ancien chanteur. D'accord. René de ses cendres. Hey, them say, dreadlocks can't live in a tenement. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Too much too much what you, too much too much what you. Bravo, j'ai l'impression qu'on fait les réverbères en même temps dans la chanson. Eh bien, donc nous ne saurions avoir Hildebert Méda et nous contenter justement de cette seule prestation. Nous allons vous demander si vous deviez mimer tout de suite, jouer tout de suite le rôle d'un père qui parlerait à son enfant. Comment est-ce qu'il doit se tenir dans la vie pour réussir? En 30 secondes. Eh bien, figurez-vous que je ne... Vous vous adressez à l'enfant? Non, non, j'en suis incapable. D'accord. Voilà. Je suis incapable... De jouer ce rôle-là au cinéma? Eh bien, c'est du travail. C'est du travail. Ce rôle que vous me demandez en 1 minute, moi j'ai besoin de temps pour préparer. Plusieurs heures. Pas d'improvisation? La meilleure improvisation, c'est celle qui a été préparée. D'accord. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et vous me permettez justement de dire, au sujet de réalisateur qui vous appelle, il est sur le plateau, il t'appelle de venir prendre un rôle. Ces rôles, je ne les fais plus, je les ai laissés derrière moi. D'accord. Le moindre travail a besoin de... la moindre prestation a besoin de travail. D'accord. Oui. Voilà. Par respect pour le public, il faut toujours travailler. D'accord. Et le rôle du formateur qui s'adresse à ses élèves? Le rôle du... Ça, vous le faites au quotidien? Eh bien, oui, je dis développer vos ressources créatrices, travailler. Sachez que la vie, le monde entier est un laboratoire. Observez autour de vous, soyez sensibles au regard de la femme que vous croisez. Posez-vous des questions, celle-là. Est-ce qu'elle pleure son mari perdu? Est-ce qu'elle est en train de prier Dieu pour que Dieu sauve son fils qui est à l'hôpital? Inventez-vous des histoires. Soyez à l'écoute du monde. C'est comme ça qu'on est artiste sensible. Et sans sensibilité, on ne crée pas. Voilà. Il faut développer sa sensibilité par son imaginaire, en regardant, en observant bien autour de soi, en apprenant à connaître autrui par analogie, en étant à l'écoute du monde, en mettant à disposition tout son intérieur. Tout son intérieur.
mettre son intérieur à l'écoute du monde. Et c'est comme ça qu'on est sociable, c'est comme ça qu'on apprend à être ce qu'on n'est pas, parce que nous sommes des athlètes de schizophrénie. On se transforme en ceci, on se transforme en cela, on change les rôles à tout vent. Donc il faut s'entraîner à pouvoir être quelque chose d'autre en étant à l'écoute de l'humanité, à l'écoute de... On ne s'écoute plus, voilà. On ne s'observe plus, on n'essaie pas de se mettre à la place des autres, se raconter des histoires pour être plus sensible. Et ça, j'invite les jeunes à ça. Et je le leur dis à chaque fois que j'ai des formations avec eux. Voilà. Eh bien, je crois que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Avant de passer à la rubrique de vos citations préférées, nous avons tenu à fouiner pour voir si Hildebert Média, que tout le monde dit gentil, cool, n'avait pas aussi des défauts. Oh, bien sûr. Eh bien, suivons oui. quelques témoignages. Tous les défauts du monde, il fume comme un pompier. C'est quelqu'un de très, j'allais dire, taciturne. Il peut passer des jours et des jours sur lui sans sortir. Ou vous venez à lui, ou alors vous ne le voyez pas. Parce qu'il n'y a pas l'autre formule. Il va nulle part, il est chez lui. Si tu as besoin de lui, tu viens chez lui. Si ce n'est pas le cas, ben voilà, tu ne l'auras pas. Voilà, il a ce côté un peu casanier, fermé comme ça. Et puis aussi, quand il a une difficulté de communication, ou en tout cas, il y a un problème avec quelqu'un, il se referme immédiatement et il reste chez lui, quoi. Voilà. C'est-à-dire il ne désamorce pas la situation en échange, en discussion. Non, il se referme immédiatement. Donc, il est mûri tout seul, il essaye de digérer ça tout seul. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Il est rancunier. Ça veut dire qu'avant de faire fâcher Hildebert, il faut aller loin. Mais une fois que tu as touché sa corde, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est possible, parce que c'est quand même un humain. Mais c'est difficile, lui-même il le sait. Et bon, il y en a d'autres, hein. Il travaille trop. Mais il faut dire, ce n'est pas un défaut, mais une faiblesse, si vous voulez, qu'il a. Avant d'être rancunier avec quelqu'un, il est toujours très ouvert. Donc parfois, même des personnes, tu vois, ils sont un peu comme ça, ils sont à la limite. Lui, il leur donne toujours une possibilité de montrer qu'ils peuvent se rattraper ou qu'ils sont bien, ou que, voilà. Et donc, parfois, ils se blessent. Il ne sait pas être hypocrite. Quand il est fâché avec toi, il faut vraiment, c'est pour de bon, hein. Il faut vraiment, oui, beaucoup de temps pour qu'il revienne sur certaines décisions. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces défauts? Tout à fait, c'est mes défauts. Je travaille à corriger, mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous savez, quand vous avez blessé un chien, il faut attendre qu'il oublie. Mais quand vous avez blessé un homme, il faut attendre qu'il pardonne. Et ça prend le temps. Vous ne pouvez pas blesser et puis décider du temps que ça doit prendre. Alors, c'est celui qui a reçu la blessure qui prend le temps. C'est un gros défaut, hein, mais que je travaille à corriger. D'autres défauts qui n'ont pas été évoqués ici, que vous, personnellement, vous êtes conscient et vous travaillez à les biffer? Non, ça a été évoqué parce que j'y pensais tout à l'heure. Effectivement, il y a des moments où je me referme sur moi. Ça arrive souvent, on me le reproche, même la famille quelquefois. Ouais. Mais je travaille aussi. D'accord. Je travaille aussi. Ok. Voilà. D'accord. À présent, la rubrique des citations préférées. Vous allez nous donner 3 de vos citations préférées. Citations, proverbes, voilà, de vos choix et que vous allez expliquer. À celui qui tend toujours la main, non pour prendre, mais pour donner, il sera donné sans qu'il ne demande. On peut reprendre cette citation? À celui qui tend toujours la main, non pour prendre, mais pour donner, il sera donné sans qu'il ne demande. Ok. D'accord? D'accord. Ceux qui ne peuvent pas voir la petitesse dans leur propre grandeur ne sauront pas davantage percevoir la grandeur dans la petitesse d'autrui.
Si on peut la reprendre. Ceux qui ne peuvent pas voir la petitesse dans leur propre grandeur ne sauront pas davantage percevoir la grandeur dans la petitesse d'autrui. Troisième. Une joie partagée est une double joie et une peine partagée, une demi-peine. Dixit Larlenada Ambia. Eh bien, nous avons eu trois belles citations. Je pense que les téléspectateurs auront l'occasion de se délecter. À présent, nous passons à la rubrique Souvenez, Souvenir, où nous allons faire défiler une série de photos et de vidéos. Peut-être que vous allez commenter. La première, suivant. Oui, ça c'était en France avec mes deux grands frères comédiens. On jouait dans le même spectacle. Gérard Essomba sur la gauche et Sidiki Bakaba à droite. On jouait dans La légende du Ouagadou. Ça, c'est le grand auteur Feu Soni Laboutansi à Limoges. Oui, avec les copains d'enfance, ouais. Oui. L'artiste musicien Habib Koïté. Habib Koïté et son soliste, son chef d'orchestre. Ah oui, ça c'est quand on me coupait mes dreads en Norvège. Oui. Oui, avec Kadi Joly et Alain Emma, j'avais plus mes dreads en ce temps déjà. Des moments de conception de projet, voilà, on discutait, je crois que c'était sur un projet qui s'appelait Afro-Comédie, un truc comme ça. C'est des réunions qu'on tenait pour parler de ce projet. Ouais. Oui, ça c'est la présentation des vœux des corps constitués au chef de l'État. Et là, c'est Isaka Savadogo qui me démêlait mes mèches là, mes dreads, en Norvège. Ah, ça c'est Feu Papa, avec tous les morpions, tous les... Voilà, mes soeurs et moi-même au fond là-bas, et puis mes neveux, voilà, c'est ça. Ça, c'était quelque temps avant. Ouais. Le maestro, Idrissa Ouedraogo. Oui, lors d'un FESPACO, on avait décidé, les comédiens africains avaient décidé d'écrire un document qu'on présenterait dans tous les pays pour faire soutenir la formation en Afrique. Et donc, j'étais un peu chargé de... Voilà. Ouais, ça c'est mon fils quand il était bébé. Ouais. Finalement, pourquoi avoir coupé les dreads? C'était pour un spectacle. D'accord. Oui, je jouais dans un spectacle où j'avais plusieurs rôles. Alors, voilà. Et donc, dans les coulisses, on avait les maquilleuses qui te transformaient pour que tu changes de costume et tout. Et ça faisait... Je mettais tout le monde en retard. Et moi-même, j'ai proposé au metteur en scène de couper mes dreads pour faciliter la métamorphose. D'accord. Parce que, ouais. Donc, c'est pour les besoins du métier. Du métier. D'accord. Eh bien, avant de revenir et conclure cette émission, nous allons aller à la régie pour suivre une dernière vidéo. Ben, jeune homme, je te dirais de continuer à creuser le sillon que nous avons entamé ensemble. Il y a déjà on s'approche pratiquement des 30 ans maintenant. Et continue de le scier. Et surtout, ta préoccupation d'avoir une relève, de former la jeunesse, ben, continue dans ce sens-là. Je crois que c'est de cette seule façon nous allons sauver notre art, nous allons développer notre art, nous allons étendre notre art, nous allons l'approfondir et nous allons l'imposer à tout le monde, à tout le milieu. Et ben, bonne aventure à nous tous. Il devait ne change pas, continue, fais attention à la santé parce que tu commences à avoir l'âge. Et voilà. Merci pour tout ce qu'on a fait ensemble et pour tout ce qu'on fera.
Bon va. Dis-lui, tu sais très bien qu'on t'aime et qu'on est fiers de toi. Et on te souhaite beaucoup de courage dans toutes tes activités et que tu nous accordes un peu plus de ton temps. On a besoin de toi aussi. Je suis très content de t'avoir connu. Travailler avec toi, c'est toujours avec grand plaisir. Je veux que tu restes comme tu es. Parce que bon, il ne faut pas qu'avec le temps, attention, tu es un méda, hein, donc on sait ce que c'est que les médas. Donc il ne faut pas qu'avec le temps, hein, d'une bouteille à l'autre, tu changes de visage, comme on dit. Donc reste comme tu es super sympa. Vraiment, la relation, te connaître, la relation travail, tout le reste, vraiment ça se passe bien. Reste garçon seulement, courageux. La vie est ainsi faite. Alors, Dili, c'est le petit nom? Oui, En famille en famille, rien qu'en famille. Rien qu'en Rien famille. qu'en famille. Il y a quelque chose de caché derrière ça ou... Non, D'accord. rien. Rien. Rien, c'est le petit nom en famille. D'accord. Et le surnom Maestro? Le surnom Maestro, bon, c'est les collaborateurs et les jeunes qui ont donné ce sobriquet, voilà, gentiment. D'accord. Ouais. Ok. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? Ça a été un honneur de rencontrer votre public, d'échanger en sa présence. Et je souhaite surtout aux jeunes praticiens de notre métier beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et beaucoup de passion. En tout cas, merci de m'avoir invité et bon vent à vous. Et bien, merci à vous, Ile-de-Vert Média, de nous avoir reçus ici sur la scène Ile-de-Vert Média. Nous avons eu du plaisir à feuilleter les différentes pages de votre vie. Et je suis convaincu que les téléspectateurs qui nous suivent auront également du plaisir et pourront déceler pas mal de conseils, et pas mal de leçons de vie pour améliorer leur vécu. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et Merci. que nous puissions nous retrouver d'ici là avec des événements encore plus heureux pour célébrer des victoires. Sur ce, nous vous disons merci et donnons rendez-vous à nos différents téléspectateurs pour de prochains numéros de l'émission Leçons de vie. Merci.